تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء
réew mi ay laaj dong la ci xiif gi ci réew mi ndaxte yéenekaay bi di Vox Pop dellusiwaat na ci wax ni téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñaar yu kos juróom-ñett ci doomi Sénégal jamono yi danoo ñàkk dëkkee dañee ak fande ginnaaw gëstu goo xam ne def nañ ko ci diggante atum 2018 ak 2019 mbaadu loolu mooy li xoj ci di président Macky Sall ak gouvernement am jaaxle nanu de joomi jomet taba ono Samba Alpha Dia ko jomgal course contre la montre def ko ci yow mo ganda kañum woni Djiby Alpha Dia woni ko ol alto Diallo woni ko Janjoli e wondude Ablaye Alpha Dia woni ko Janjoli Kumba Soumare e woni ko Janjoli e wondude woni ko Janjoli e fekk leen ko fi nga xam ne mooy ci ginnaaw boulangerie El Hadj Ibrahima Sakho dimanche bu ne mu nga fa kër Ibrahima Thiaw soo ñëwee ba ci boulangerie Ibrahima Sakho mu nga ca penku ba kër Ibrahima Thiaw yéen ñi nga xam ne da ngeen fay ñëw di saafara sa tension yaram muy fa sal doxam si hémorroïde bi ci biir ak bi ci biti lañu wax yéen ñi nga xam ne ay góor ngeen néew loolu kattan ci wàllu sëy da leen di jox garab boo xam ne dana leen jàngale loolu ci wàllu kattan ak man leen a saafara waaye nag ngeen jàng koo xam ci faju bi ba ciy xasal ba ciy métti ba ciy tudd yéen ñi nga xam ne seen bët dafa mënul gis ñëw leen ñu càmbar xool ni leen dal man leen a saafara su la màgg saafara da lay may jàmm nga dem ana lan nga leen am ngeen ci lu bees benn machine boo xam ne mooy xool sa feebar nga gën a mën a xam garab yi nga yittewoo. Ablaye Sidibé nekk fajkatu cosaan bu mag nekk ci Thiès quartier Cité Senghor terrain Cosmos mi ngi leen di yëgal ne léegi alxames ju jot dina nekk ca Tiwaawoon quartier Kër Matar Ndak ca kër Alassane Dia di ba 8 heures ci suba ba 6 heures ci ngoon ngeen mën a jokkoo ak moom ci numéro yi di 77 641 94 17 77 641 94 17 wala 76 564 71 71 76 564 71 71. déglu leen séeréer li nga xam ne jëfante nañu ak Abdoulaye kenn ku ci nekk aw na fu nekk pour faj waaye ba dem def na ba gis mais kenn ku ci nekk bi la yàlla boole lu si ci sama kër faj na la bi ngay ñëw aw yéen nga di dox mënoo gis bi ngay dem yaa demal sa yéen a da ko rek koo xam da ngay xam tur yàlla mën koo jox nag ak naka la si na bu demee doo ko nga yëg ni lu mu yàgg sa bos dina ma si yeru e wondude Cheikh Seydou Ba kay to woni ko Mais bon, je trouve ça un peu iloureux. Parce que en Allemagne, contrairement à ce que j'avais dit à Xavier Barret, je n'étais pas d'accord qu'on reprenne très rapidement les compétitions. Mais en Allemagne, ils avaient créé la Task Corona, qui voulait qu'il y ait 300 personnes dans le stade. Et sur les 300 personnes, c'est-à-dire qu'on devait créer des zones de 100 personnes. Là, ça se comprenait. Mais par la suite, j'avais quand même dit que lorsqu'on regardait le football même, lorsqu'on a dit il faut le respect des mesures de distanciation, j'avais dit c'est impossible dans la mesure où les joueurs seront côte à côte, les joueurs seront bien évidemment dans des confrontations. Alors, le problème, c'est pas les joueurs. L'illogique dans tout ça. Attends. Je t'ai dit pourquoi est-ce que les joueurs sont un problème. Tu ne peux pas m'expliquer pourquoi un joueur qui est au banc de touche avec les entraîneurs porte le masque et celui qui joue ne porte pas le masque. Ils subissent les mêmes tests. Ils viennent dans le même stade. Et quand il veut déjà aller jouer, il enlève le masque. Explique-moi s'il y a quelque chose scientifiquement qui peut prouver qu'un joueur qui est assis au banc de touche est dangereux par rapport à un joueur qui est sur la pelouse. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Révin Gono, pour une fois. C'est évidemment, tout ça, c'est simplement du symbole. Vous voyez, Marie-Amélie. Bon. Non, mais évidemment, on en avait parlé dans une précédente émission quand Annie était là. Le but du match, c'est de tester les joueurs et que les joueurs puissent jouer un football normal à partir du moment où ils sont sains. On le voit bien, les clubs, dès qu'un joueur est malade, on écarte, on teste, on s'assure qu'ils sont en bonne santé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec les spectateurs. Enfin,
On devrait pouvoir le faire. Ça se fait en Asie. Les Chinois vont d'ailleurs réouvrir les salles de basket au public, mais on n'a pas les mêmes régimes politiques. Donc en France, on l'a vu encore avec les supporters du PSG lors du premier match amical, et ben il y a un enthousiasme latin, il y a une volonté d'être les uns proches des autres, et du coup c'est très difficile de contrôler les spectateurs. Je peux pas être d'accord avec toi. Nous-mêmes, avant de lancer ici, en studio, on passe là au laser, on a déjà pris la température. Aujourd'hui, les instruments scientifiques nous montrent qu'on peut bien tester le Covid-19 à l'instant, et d'autant plus que ça se fait en Chine, ça se fait ailleurs. On ne peut pas me dire qu'une puissance scientifique, économique comme la France ne soit pas capable de le faire. Donc je ne dis pas que quelques spectateurs qui arrivent là, on ne peut pas le faire. Et parce que tu sais bien, ça on n'est pas le seul pays, mais c'est plutôt le propre au pays latin, on n'est pas discipliné comme les Coréens ou comme les Allemands ou comme les Scandinaves. Marie-Amélie disait qu'il n'y avait pas de spectateurs, on était le premier match en Europe occidentale, alors je ne sais pas où vous arrêtez l'Europe occidentale, mais disons que dans les grands championnats, oui. Voilà, parce que dans les pays scandinaves, ils jouent avec des spectateurs. En Finlande, en Norvège, le championnat que je commente sur Eurosport d'ailleurs, la jauge est fixée à 200 spectateurs par match. Non, mais il y a des championnats qui existent ailleurs qui jouent avec des spectateurs. Voilà, donc il faut le dire, et ça se passe bien. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on sait qu'il y a une discipline qu'il n'y a pas dans les pays latins, et notamment pas en France. Bon, en l'occurrence, ce soir, on sait, donc 5000 personnes sont attendues au Stade de France. Donc sur ces 5000, on en compte 1500 qui travaillent sur le match, donc les joueurs, les arbitres, les journalistes, la sécurité. Et on peut également enlever 900 personnes supplémentaires, parce que David l'a dit, les supporters des Verts ont décidé de boycotter la rencontre, faute de places suffisantes à leurs yeux. Du coup, la direction du club a tout de même acheté les places et les laissera vides en guise de soutien. Est-ce que vous comprenez cette décision des supporters stéphanois? Oui, moi, alors, il s'agissait pas tout à l'heure qu'on ne se méprenne pas. Je ne disais pas, il faudrait qu'il y ait 80 000 personnes au Stade de France ce soir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, si on va au bout de la logique. Vous comprenez pas l'entre-deux. Si on va au bout de la logique, Marie-Amélie, vous parliez de jour de fête tout à l'heure. Un jour de fête, d'abord, c'est un formidable film qui est beaucoup plus excitant que la finale de ce soir. Mais un jour de fête, c'est pas un jour où on met 5000 personnes dans un stade qui pourrait en contenir 78 ou 80 000. Ça n'a pas de sens. Et donc, de mon point de vue, c'est peut-être un peu radical, c'est peut-être un peu peut-être communautariste, on pourrait dire aussi. Je trouve que c'est logique que les supporters des Verts, malgré le fait qu'ils aient soif de victoire, parce que ce trophée de l'attendent depuis longtemps, très longtemps même, certains n'étaient pas nés quand la Saint-Étienne a gagné des trophées par le passé, malgré cela, je trouve que c'est bien d'assumer, de dire on n'ira pas au stade parce que nous ne pouvons pas avoir toutes nos forces vives pour défendre notre... Non. Mais c'est un peu dur. C'est un peu dur pour les joueurs. Ah oui, déjà, vous partez de zéro. C'était un problème de force majeure. Et on vous dit c'est toute l'Europe. Ce n'est pas une discrimination. C'est toute l'Europe. Et on sait, même en déplacement, quand vous vous déplacez, vous ne pouvez jamais être en nombre par rapport à celui qui vous accueille. Cette fois-ci, on vous offre quand même des possibilités, parce que le Paris Saint-Germain pourrait quand même dire que nous, qu'est-ce qu'on fait avec seulement 5000 places? C'est rien du tout. Ou bien peut-être que tel autre va dire que ça va sonner creux. Mais il y a un début de quelque chose et vous refusez cela, et surtout que vos dirigeants ont payé ces places-là. Mais attendez, à une certaine période, il y a quand même un proverbe africain qui dit la vide. Alors les ultra-parisiens, eux aussi, ont boycotté la rencontre. On attend quand même environ 600 supporters. Les ultra-parisiens, il est probable, parce qu'il fallait les sélectionner, il fallait les choisir, ces supporters. Il est probable qu'un certain nombre n'auraient pas été choisis, sélectionnés. Donc ils ont choisi cette mode de communication de dire on n'y va pas. Moi, je trouve ça dommage pour Saint-Étienne, parce que même si c'était que 900 spectateurs, c'était quand même 900 supporters des Verts qui auraient pu pousser leur équipe, même si on lui accorde peu de chance. Moi, je suis effectivement d'accord avec Rémi Godon, encore une fois, décidément. Encore une fois, de toutes les façons, je te dis que tu seras définitivement mon wagon et moi la locomotive. Oui. Merci. On verra. Maintenant, ça marche parfois dans les deux sens, les tu sais. Donc non, mais c'est vrai que c'est quand même assez regrettable que Saint-Étienne, enfin en tout cas ses supporters, disent non, on n'y va pas comme ça en balayant cette possibilité d'un revers de main, et surtout que le club embraye en achetant les places pour pas qu'elles soient revendues. Alors moi je trouve ça désolant de priver d'autres gens éventuellement de ce spectacle. Je me souviens par exemple quand il y a eu, alors c'est arrivé plusieurs fois, mais le dernier PSG Monaco, alors je sais plus si c'était finale Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, bref, Monaco n'a pas de quoi remplir
40 000 spectateurs au Stade de France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rendu les places qu'ils ne pouvaient pas vendre et ça a fait le bonheur d'autres supporters du Paris Saint-Germain qui ont rempli le Stade de France. Et on avait une formidable ambiance. Et il y avait aussi un beau carré de supporters de Monaco, mais effectivement pas autant que si ça avait été Lyon, Saint-Etienne ou Nantes. Donc du coup, il faut, je trouve regrettable que cette possibilité de faire plaisir à 900 spectateurs ait été complètement écartée. Alors l'ambiance risque d'être un peu terne forcément, mais bon, PSG Saint-Etienne, ça reste une affiche alléchante entre deux clubs historiques, et on parle de ça tout de suite. Saint-Etienne, considéré comme la capitale du football pour les 10 dernières années en France, club de Paris Saint-Germain. Et Platini. Et là, c'est la moitié de la taille pour Platini. Deuxième but de la soirée. Un jeu fantastique de Michel Platini à Saint-Etienne et au public du Parc des Princes. Ce qui n'est pas mon cas évidemment, se souviennent de cette finale de la Coupe de France 1982 remportée par le PSG, de partout après les prolongations et l'égalisation parisienne dans les toutes dernières secondes de Dominique Rocheteau. Paris l'a finalement emporté 6 tirs au but à 5. C'était un match fou qui est resté dans les annales. Messieurs, quel souvenir vous en gardez? Alors moi j'avais 17 ans, donc je m'en souviens bien, je crois que je préparais le bac et ça avait été une belle récréation parce que c'était un très beau match. 1-1 à la fin du temps réglementaire, cette égalisation amenée par Ivica Souriak, l'attaquant yougoslave à l'époque, croate aujourd'hui, qui est un formidable joueur, qui est passé qu'un an à Paris mais qui avait distribué 2 caviars ce soir-là. Et puis surtout c'était la première victoire du Paris Saint-Germain c'était le premier titre à son palmarès. C'était le club de la capitale qui était donc scruté un peu par tout le monde, mais qui avait un palmarès vierge. Alors il faut rappeler quand même qu'il n'existait que depuis une dizaine d'années, puisque le Paris Saint-Germain a été créé en 70. Il y avait eu ensuite un divorce avec le Paris Football Club. Il est descendu, il est remonté. Bon voilà, le début du Paris Saint-Germain n'a pas été une histoire facile, mais ensuite c'était quand même le club de la capitale qui était attendu dans toutes les grandes villes de province. Et là, il se retrouvait face à Saint-Etienne, mais Saint-Etienne, c'était l'ogre à l'époque. C'était l'équipe à battre. En fait, on a ce soir les rôles complètement inverses de ce qu'on a eu il y a 43 ans. Et justement, est-ce que vous pensez que les joueurs actuels ont en tête cet aspect historique légendaire d'un PSG Saint-Etienne? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il y a eu ces dernières années pas mal de PSG Saint-Etienne, avec notamment le face-à-face entre Bayal Sall et Zlatan Ibrahimovic. Et donc, il y a un certain nombre de supporters en Afrique qui se souviennent sûrement de ce duel, parce que Bayal avait déclaré que Zlatan lui faisait pas peur, et donc du coup Zlatan mettait un point d'honneur à marquer contre Saint-Etienne, et donc on a eu quelques matchs très spectaculaires, et surtout des duels entre les deux joueurs qui étaient vraiment de grands costauds, qui étaient très, très spectaculaires. Mais aujourd'hui, très franchement, Saint-Etienne pour le PSG, c'est une formalité, il faut bien dire les choses. Le PSG, il regarde déjà au-delà, il faut qu'il gagne cette Coupe de France pour bien se lancer sur l'objectif du mois d'août qui est la Ligue des Champions. Mais pour eux, un match contre Saint-Etienne, c'est plus que c'était. Ouais, Paris grandissime favori de cette finale, David? Oui, parce que les noms qui ont été cités là tout à l'heure dans ce qu'on a entendu, je crois pas que Jessie Moulin, qui est un formidable être humain par ailleurs, ne soit l'équivalent de Baratelli. Je suis pas sûr qu'on puisse comparer à Amouma, à Rocheteau ou Boudbouz à Platoche. Mais dans les couloirs, pour légèrement relativiser ce que disait Xavier, non, les joueurs bien sûr n'auront pas ces matchs-là à l'esprit. En revanche, dans les couloirs de l'Etra, que j'ai raconté pendant quelques années, ces matchs du début des années 80 gardent quand même une place particulière. Il y avait les années 60, il y avait évidemment les années 70, auxquelles on se réfère lorsque ça nous arrange, quand on est stéphanois. Et à ce moment-là, Xavier a bien raison que c'était encore le gros AS Saint-Etienne. On avait vécu sans doute l'apogée, elle était sans doute passée, mais ça reste quand même un Saint-Etienne. Exactement. Et du coup, ça reste une référence magique et ultime encore quand même à l'intérieur du club.
Là, Saint-Etienne n'a plus battu Paris depuis 2012. Vous croyez que Rémi Ngono va pas être d'accord avec ça? Non, mais je ne serais pas d'accord avec toi, puisque tu as parlé tout de suite du club de confrontation entre Zlatan et je ne sais pas quel qui a pu le trouver, mais sauf que Zlatan gagnait toujours. Effectivement, comme tu le dis, nous sommes à 21 matchs. 21 matchs sans victoire de Saint-Etienne, c'est-à-dire que 16 victoires du Paris Saint-Germain et 5 nuls. Donc, avec ça, il n'y a pas match. Donc pour ça, Xavier Barré, c'est lui qui vient toujours nous vendre de la poudre ici, en nous faisant croire que non, attendez, cette fois-ci vous avez le droit. Oh non, on va voir comment est-ce qu'il y aura. Mais non, il n'y a rien. Parce que quand on essaie de regarder, quand on me parle des années 70 ou des années 80, je dis, je suis beaucoup déçu par Saint-Etienne, parce que même encore en 2015, ce mec de Cayazo avec Romeyer, il nous disait qu'ils ont adopté maintenant le système allemand. C'est-à-dire que, comme le Bayern Munich, et ils ont même mis, et d'ailleurs, c'est là où je peux même dire que les supporters doivent se fâcher, parce qu'ils ont dit, prenez les abonnements à 20 €. Les gens ont pris les abonnements à 20 € en disant que maintenant les spectateurs seront bel et bien comme les sociaux au Real Madrid, au Barça, avec 51% d'évacuation. Mais ils ont dit, nous allons vous sortir du Bayern de Munich. Maintenant, nous avons quoi? Nous avons le Bayern d'Aubervilliers. Nous avons une équipe pratiquement qui rentre certains. Donc, à une certaine période, il faut qu'on nous dise aujourd'hui que ne nous vendez plus ce match-là, ne nous vendez plus ça, c'est de l'enveloppe vide. Saint-Etienne, vous vous rendez compte? Ils ont dit 5 ans. Ils avaient donné aux spectateurs 5 ans. Donc de 2015 à 2020, on n'a fait que regresser. Là, Saint-Etienne quand même sort de la relégation, ils étaient 17e. Ils ont fait une mauvaise saison, effectivement. Ils ont failli, ils étaient menacés de relégation, effectivement, ils ont changé d'entraîneur. Avec Claude Puel, on voit qu'il y a eu quand même un regain. Ils arrivent en finale de la Coupe de France, mais on peut pas dire que Saint-Etienne, c'est un club dérisoire en France. C'est un club très important. Et moi qui suis en plus supporter de l'adversaire historique des Canaries, je peux te dire que Saint-Etienne, oui, c'est un grand club. Bon, mais si, c'est un grand club. Ça reste une référence. Si tu dois garder que 10 clubs en France, ou même que 7 ou 8, il y aura Saint-Etienne dedans, c'est évident. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas le moyen du PSG, ils n'ont pas les moyens du PSG, de l'OM et de Lyon, mais c'est un très grand club, Saint-Etienne. Et ils ont un centre de formation remarquable, ils ont encore un stade avec un public. Non, c'est un vrai club. Et quelques bons joueurs aussi quand même. Oui, quelques-uns. Donc ça va être l'occasion ce soir aussi de se jauger face à l'Armada parisienne. Quelques bons joueurs. Effectivement, tu as fait très bien de nous dire que Boudbous était un très bon joueur, comme Platoche. Heureusement, tu nous as fait comprendre que le gardien Moulin, un gardien s'appelle Moulin. Moulin, c'est lui qui va jouer au goal. Oui, l'habituel numéro 2 qui sera titulaire ce soir à la place de Stéphane Ruffier. Imaginez comment on entre dans un moulin. C'est une question, je crois que ce sera boum là-bas, boum là-bas, boum là-bas. C'est possible. Ils ont pris 6-1 lors du dernier match en Coupe de la Ligue au Parc des Princes. Bon, ils avaient se retrouvé à 10 au bout d'une demi-heure. Déjà, c'est un sacré handicap. Ils étaient menés dès la 2e minute. Donc bon, voilà, on sait que Saint-Etienne ne part pas favori, c'est évident. Mais le fait qu'ils soient en finale, après, en plus, comme tu l'as rappelé, Rémi, une saison dans le championnat difficile, et ben c'est déjà une très belle performance. Et ça renforce encore le plus le fait que les équipes de et rapidement en finale, voire de national en France. C'est Ahmed, ça va? Un super exploit en France. Ça va bien. Oui, rapidement pour le PSG, c'est l'occasion de se remettre en route avant la finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine et puis évidemment la Ligue des Champions le 12 août. Oui, ce sont des matchs importants. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'une finale de Coupe de France est une pièce sur le chemin de quelque chose, parce que c'est un trophée, c'est prestigieux, c'est historique, voilà, et puis le PSG en plus est habitué à aimer remporter ce trophée-là. Mais oui, c'est important, et je crois que quand on écoute un petit peu entre les lignes le discours de Thomas Tuchel, pour se confronter d'abord à l'Atalanta, puis aux clubs qui vont venir derrière dans le tableau de la Ligue des Champions, il faudra avoir disputé des matchs compétitifs, pas seulement quelques matchs amicaux. Donc oui, de ce point de vue, c'est très important pour Paris, à mon avis. Oui, mais vous vous souvenez quand même du match contre... C'était quoi, Alain? Il
y a eu les amicaux récents ou... Non, la finale de la Coupe de finale de France l'année. l'année dernière. Ouais. Perdu au tir au but. Bon, Ok. Comme on le parle de PSG l'Atalanta. aime gagner. Il est temps, messieurs, de partir en Italie.
Ok. Ok, Zawad. Vous êtes là? Des difficultés. Et là, visiblement, c'est très compliqué. Donc, je pense que malheureusement pour lui, sauf s'il gagne le championnat, vu ce qu'il nous montre, ça va s'arrêter là, son aventure. Même contre Lyon, déjà, ça sera très compliqué parce que quand on voit, franchement, tout ce qui, surtout depuis la reprise, et qu'on me dise aujourd'hui qu'ils sont clamés, ils n'ont pas joué plus qu'on peut l'imaginer, mais surtout, on sent qu'il n'y a pas de ressources. Et c'est pour ça que je dis que la façon de communiquer de ces amis, parce qu'on ne sait pas remonter ces gars. Et à partir de là, je me dis, dès que la nouvelle prend, c'est l'entraîneur qui est le premier à paniquer. Et que quand l'entraîneur panique, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous êtes conduit par un appel, vous finissez dans la ville. Si le problème a fait un également, donc aujourd'hui, Sergi ne voit rien. Là, moi, je veux bien les écouter les deux, là. Mais ils ont quand même... Combien ils ont 6 points d'avance à 3 journées de la fin? Oui, mais parce que c'est quand même il y a des choses qui peuvent commencer comme ça pendant. Et je sais pas, performance, parce que les mecs vont sur le même temps, c'est comme un exemple, quoi. S'il gagne contre la Samp dimanche, Hello, hello. أيوة جاي أيوة جاي أيوة جاي يا جواد أيوة جاي. Mais quand on dit qu'ils sont fatigués, alors qu'est-ce qu'on doit dire des autres? C'est peut-être une excuse aussi. La Juventus, elle est fatiguée quand elle enchaîne les autres compétitions, mais là, c'est pas le cas. Ils ne jouent que la Serie A. Comme ça se passe, ils peuvent aller aux autres. Donc, ils n'ont pas de raison d'être plus fatigués que les autres. En plus, ils ont un effectif plus important. Ce soir, quand même un mot sur le match de l'Atalanta Bergame qui se déplace à l'AC Milan. En cas de victoire, il reviendrait à 3 points de la Juve. La Juve reste mettre et ça peut leur mettre la pression un petit peu. Non, pas tant que ça. Elle a suffisamment de marge, il reste 3 journées, 6 points d'avance, donc même si mais en revanche, ça va être très intéressant. الرضا كولدي. Parce que là, ils sont face à une équipe de Milan qui est en bonne forme. Donc ça va être un bon test pour eux, d'autant plus qu'après une très belle série, ils calent un petit peu maintenant. Et le problème pour les Italiens, c'est que leur championnat s'arrête le 2 août. Alors est-ce que c'est un problème ou pas? Je ne sais rien. David Lortolari, qui est un grand spécialiste de la Bundesliga, peut-être une analyse là-dessus. Les Allemands, eux, se sont été au 30 juin. Hein, donc ils ont une vraie pause avant la prise de la Ligue des Champions. Alors que les Italiens, non.